Bonjour à tous et à tous. Nous voilà réunis pour un 13e opus du cycle de webinaire New Space Challenge Opportunities concernant aujourd'hui le Space Climate Observatory en présence de Frédéric Bretard, qui est Head of the SCO pour le coup, donc qui dirige l'activité du SCO et qui va nous présenter aujourd'hui à la fois la démarche du Space Climate Observatory et son appel à projet qui est ouvert jusqu'au 15 novembre. Frédéric, bonjour. Bonjour à tous. Petite particularité, on a petit souci de technique qui nous ont contraints à décaler de quelques minutes le départ de ce webinaire et donc vous n'aurez pas la chance de voir Frédéric en visu, mais vous aurez au moins l'opportunité de l'entendre. Donc pour revenir sur le cycle de webinaires que nous organisons maintenant depuis 1 an et demi mensuellement, nous avons eu la démarche de créer un rendez-vous régulier pour fédérer autour de l'écosystème spatial, y agréger d'autres acteurs, notamment autour de ce qu'on appelle le New Space et principalement du domaine applicatif. Et l'idée, c'est de balayer un petit peu toutes les thématiques concernant cette révolution qui se passe dans l'industrie spatiale. En perspective, dans les webinaires à venir, on aura le mois prochain, enfin le 30 novembre, donc dans un petit mois, une présentation du Space Data Marketplace par DAWEX. On aura aussi très prochainement une présentation de l'ESABIC, qui est l'incubateur de l'ESA, de l'Agence européenne spatiale. Et j'espère aussi pouvoir vous amener sur les sujets comme le cloud manufacturing et l'impression 3D dans le spatial et poursuivre la découverte de l'écosystème CoSpace national. Si vous avez des idées de sujets qui vous intéresseraient ou si vous voulez vous-même intervenir, n'hésitez pas à revenir vers moi pour qu'on vous intègre dans la ligne éditoriale. Vous devez savoir maintenant, si vous êtes un auditeur régulier, qu'on a une chaîne YouTube et notamment avec une playlist consacrée au New Space où vous pourrez retrouver toutes les présentations, tous les webinaires qui ont été réalisés depuis le début, depuis le premier cycle. Et pour les adhérents du pôle, vous avez aussi la possibilité de joindre la communauté New Space sur la plateforme numérique One que j'anime. Quelques news avant de laisser la parole à Frédéric. Vous rappelez quelques événements à avoir en tête, notamment concernant la nouvelle agence ESPA avec les Space Downstream Innovation Days qui ont lieu à Prague au siège de l'ESPA les 8 et 9 novembre. Vous avez la possibilité d'être en virtuel, notamment sur la partie matchmaking via la plateforme B2Match, mais c'est aussi surtout une opportunité pour vous de découvrir les nouveaux appels à projets qui sont ouverts depuis peu et surtout d'avoir des présentations sur les appels à projets de l'EGNSS et Copernicus, ainsi qu'une présentation sur le prix Cassini et la visibilité, notamment sur Horizon Europe pour les industries de technologie et de la communication. Le 13 décembre, nous aurons aussi les ASD Days, donc qui est la 11e édition d'Aztec Paris Région, qui organise régulièrement des matchmaking aussi entre donneurs d'ordre et fournisseurs de technologies ou de services dans le domaine du spatial. Troisième événement, c'est la Paris Space Week que je vous invite déjà à consulter aussi, où des premières communications arrivent, qui se déroulera les 14 et 15 mars 2022, avec notamment un ensemble de conférences, de workshops en peer-to-peer, des repas professionnels et ainsi de suite. Et deux autres événements aussi un peu plus loin dans le temps. Donc AI Cross Space qui a lieu pour la 2e édition à Montréal les 21 et 22 juin et le 73e congrès international d'astronautique qui aura lieu à Paris cette année du 18 au 22 septembre 2022.
Quelques news aussi concernant Copernicus. Une étude est en cours lancée par le gouvernement pour définir la feuille de route autour du programme Copernicus, donc pour la deuxième version de Copernicus, et attendre et les attentes autour de ce questionnaire, et surtout de remonter des questions d'usage à l'horizon 2035. L'idée étant de faire la feuille de route concernant les besoins exprimés autour du programme Copernicus. Je profite de ce webinaire aussi pour vous informer de la formation portée par l'Université de Grenoble-Alpes, notamment par le CESUG, autour des systèmes engineering appliqués au monde spatial, et notamment avec un focus sur l'instrumentation et la donnée. Donc si vous avez des centres d'intérêt pour cette formation qui se déroulera à partir de février, c'est un module de 110 heures pour un coût de 3 500 €, avec un financement possible par le CPF, et qui vous permettra d'aborder à travers 3 modules les enjeux de l'instrumentation dans le domaine spatial et du traitement de la donnée qui est sous-jacente. Le responsable pédagogique, qui est Eric Kertel, que vous pouvez contacter directement pour avoir plus d'informations sur la formation. Le Space Tour 2021 qui s'est réalisé le 22 octobre au Campus Numérique, concernant l'édition d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc avec la thématique qui tournait autour du développement d'applications utilisant des données et contenus spatiaux pour le développement de la montagne, donc aussi bien sur la sécurisation de sites ou d'infrastructures que sur le développement de l'héritage touristique, patrimonial, que de solutions de sauvetage ou de sécurité. Donc le PhD a couronné 3 structures qui avaient été présélectionnées, donc, et c'est Sage Ingénierie qui a récupéré le plus grand montant de financement, c'est-à-dire 100 000 euros, suivi par Eversat pour le deuxième prix et Visity pour le troisième prix. Vous pourrez retrouver sur le site Connect Backness la description des projets qui ont été portés par les 3 structures sur la page consacrée à l'événement du PhD en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous pourrez retrouver aussi sur les différents challenges régionaux en Île-de-France, Pays-de-Loire ou La Réunion, les 3 autres structures régionales, même les 4, qui ont obtenu un financement via cet appel à projet qui a été initié pour développer des applications en lien avec le spatial dans le cadre du plan de relance. Donc vous verrez la descriptif aussi de la solution développée par Seftin, celle par YesCities et Exotic Systems, et la dernière par iAttract. Sur les appels à projets ouverts aujourd'hui, on a notamment l'appel à projet IDEMO concernant les gros projets de 2 millions pour des projets individuels ou de 4 millions pour des projets collaboratifs, donc qui se clôt le 3 mai. S'il y a un besoin d'accompagnement par le pôle, n'hésitez pas à revenir vers moi, et avec mes collègues, on vous donnera aussi toutes les clés pour optimiser votre dossier. Autre appel intéressant à mentionner qui fait un peu écho aujourd'hui à la thématique, donc c'est l'ANR, c'est l'appel à projet de l'ANR, un océan de solutions, qui vise à développer des applications, des outils permettant de valider ou de contrôler et surtout prendre des décisions pour contrecarrer les conséquences du changement climatique. Donc cet appel est ouvert uniquement jusqu'au 18 novembre, donc pour la dernière ligne droite, n'hésitez pas à revenir vers moi aussi pour avoir un minimum d'accompagnement. Sur l'accompagnement, je vous ai remis aussi une slide un peu récapitulative pour vous expliquer dans quelle mesure le pôle peut vous accompagner et vous aider dans le dépôt de votre dossier. Donc, depuis l'émergence, l'accompagnement dans les relectures, la labellisation et ainsi de suite, jusqu'à la valorisation du projet. J'en ai fini pour ce qui me concerne. Je vais laisser la parole à Frédéric pour nous parler du SCO, du Space Climate Observatory, d'autant plus que l'actualité s'y prête très bien.
Merci. Bonjour. Vous me confirmez que vous m'entendez bien? Donc, je prolonge le message à l'auditoire pour qu'ils nous envoie un petit message dans le chat. J'en profite justement pour leur dire que ils ont toute opportunité aussi de laisser un message ou une question à travers le chat de manière à ce qu'on puisse y répondre en fin de webinaire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si Frédéric, est-ce que vous avez bien Oui, vous entendu? m'entendez ou pas? Oui, tout est OK, c'est parfait. Vous m'entendez, d'accord. Excusez-moi, parce que j'ai mis un casque alors, je ne sais plus. Oui, l'exercice va pas être facile. Très bien. Alors, allons-y. Alors, effectivement, l'actualité est propice à nos sujets. Bon, nonobstant le fait que la difficulté d'aller en Angleterre en ce moment est particulière parce que j'ai pas pu rentrer dans mon avion. J'aurais dû faire ce webinaire depuis Glasgow puisque le SCO a été on avait un créneau hier après-midi pour présenter l'initiative et nous avons une autre séquence d'ailleurs la semaine prochaine avec l'université de Strathclyde. Alors, donc je vais vous présenter ce programme qui est donc aujourd'hui qui s'appelle le Space for Climate Observatory, c'est-à-dire l'observatoire spatial pour le climat. Je dirais sous la bannière, vous voyez, c'est écrit en anglais Act for the Planet. On est dans une démarche de donner d'apporter des solutions pour l'adaptation à ce changement climatique. Donc prochain slide, s'il vous plaît. Merci. Alors cette initiative, elle est née en 2017, toute fin 2017, lors du premier One Planet Summit. Donc, ce qui est intéressant avec cette initiative, c'est qu'elle a un espace politique assez fort et porté par le président Macron. Donc ça nous a beaucoup aidé à structurer notre réseau. Vous voyez, fin du premier semestre 2019, ont été rassemblées plusieurs agences spatiales, 23 pour être tout à fait exact, donc autour de cette initiative, de cette déclaration d'intention, donc de faire partie de cet observatoire spatial du climat. Et depuis lors, finalement, on a cessé de travailler à sa structuration, à son message, et puis vous allez voir à des choses beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire à la mise en place d'un certain nombre de projets. Alors, aujourd'hui, cet observatoire pour le climat, ce sont 33, voire aujourd'hui 36 agences spatiales et organisations internationales. Il y a 3 agences onusiennes, UNDP, l'UNOSA et l'UNEP pour l'environnement également, qui font partie, ainsi que l'ESA. Alors c'est assez important, vous voyez, cette structuration internationale, puisque ça nous permet d'avoir des échos jusqu'aux ces grandes conférences onusiennes, donc en tant qu'acteur d'un certain nombre de solutions. Alors, il y a donc ce réseau international et on va le voir, des implémentations locales. Le SCO-France, j'en parlerai un petit peu plus puisqu'il y a ce mécanisme d'appel à projet, mais également dans d'autres pays, vous voyez, comme au Gabon, en Chine, au Mexique, au Maroc, etc. Des débuts d'implémentation locale de cet observatoire. D'accord. Donc, comment ça fonctionne? L'idée, c'est de travailler donc à catalyser un ensemble d'actions à travers des projets pour utiliser la science vers les utilisateurs, vers la société, pour donner des outils opérationnels donc à des décideurs. Alors, au niveau international, nos interlocuteurs, ce sont, vous voyez, des organismes internationaux comme l'Organisation mondiale de la météorologie, le Group of Earth Observation, les gouvernements, les agences donc météo, etc. On travaille aussi beaucoup avec, bien entendu, les agences spatiales, de manière nominale, qui sont signataires du SCO, tous les centres, on va dire, de recherche et développement qui ont trait au climat. Alors, c'est particulièrement vrai en France. On verra que le SCO France est un comité interorganisme où il y a tous les organismes publics, CNRS, IRD, CRMA, etc. On y reviendra également. Prochain slide, merci. Voilà. Alors, l'objectif du SCO, c'est d'étudier
d'anticiper et voire de proposer des solutions d'adaptation aux impacts du changement climatique à l'échelle locale. Donc, nous travaillons avec un certain nombre dans un cadre international, qui sont des termes de référence, et nous allons aujourd'hui signer, en juin 2022, une charte internationale qui est un pas supplémentaire sur l'engagement des différentes parties. Alors, aujourd'hui, c'était essentiellement les agences spatiales qui pouvaient être signataires de cette déclaration d'intention, mais dans la prochaine charte internationale, il y aura même une place pour des entreprises privées dans le cadre de leur politique de RSE, etc. Donc, devenir membre du SCO, en fait, sera bien au-delà du cœur initial des agences spatiales. Alors, on a bien sûr un certain nombre de valeurs et lignes directrices, vous voyez, qui est fondée sur la transparence, sur le renforcement des capacités, sur le partage de connaissances et sur le fait que l'on ne fait pas de la recherche, on va aller chercher ce qui se fait dans la recherche, sous forme d'accélérateur algorithmique, on va dire, vers des applications opérationnelles. Alors ça fonctionne également sous forme de projets, vous voyez bien, ces approches climatiques sont tellement diverses, sont tellement nombreuses, que l'on a décidé de travailler sur projet. Alors, un projet SCO doit s'appuyer en entrée sur un certain nombre de données, donc des données satellites, bien entendu, mais pas uniquement. D'ailleurs, la donnée satellite peut avoir un rôle mineur, ça peut être que 10% finalement de la valeur d'un projet SCO, mais qu'il y ait un croisement de différents types de données, ces données in situ, des données socio-économiques, et puis bien sûr des modélisations qui peuvent être des modélisations socio-économiques également. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'accélérateur algorithmique, c'est-à-dire qu'on va aller chercher les données là où elles sont. On parlait de Copernicus tout à l'heure, et bien sûr les données Copernicus vont être très utilisées, mais également d'autres types de données, après les données satellites, des données Pléiades, des données Spot, etc. En complément à des données plus locales qui appartiennent à des municipalités, par exemple, donc tout ce qui est SIG locaux, etc., mais également ces données Copernicus qui peuvent être des données météorologiques. Alors, une originalité de ces projets, c'est de faire travailler au sein de consortiums, a priori, vous voyez, des scientifiques qui vont appartenir à l'ensemble de ces organismes de recherche, éventuellement des entreprises qui pourront potentiellement soit développer des choses, soit être porteurs d'un service climatique à terme. Bien sûr, les fournisseurs de données, je vous en ai parlé. Alors, les agences spatiales qui peuvent avoir différents types de rôles, donc fournir des données, mais ça peut également être un support technique pour l'utilisation optimale de ces données satellites. Parfois, c'est pas si évident que cela, quand on travaille sur des données radar ou pour faire de la corrélation, etc., pour obtenir la 3D. Et le troisième catégorie d'acteurs, alors j'ai marqué sous forme d'autorité publique, mais plus généralement, c'est l'utilisateur. Vous voyez, on va essayer, dans ces projets, d'approcher a priori, bien sûr, là, donc, les satellites, les scientifiques, entreprises et l'utilisateur, qui sont ici donc l'autorité publique, puisqu'en charge, on va dire, de l'aménagement du territoire, mais c'est pas exclusif. La sortie d'un projet SCO qui se veut rapide, entre 18 et 24 mois, c'est donc un outil opérationnel qui vont travailler sur l'anticipation des impacts du changement climatique. Prochaine planche, merci. Merci. Alors, le SCO donne des labellisations. Donc nous, on est garant d'un certain nombre de critères pour ces projets. Alors aujourd'hui, vous voyez, alors pour la partie France, le SCO France, il y a 36 projets qui sont labellisés. Donc sous forme de millésime, millésime 2020, millésime 2021. En quelques chiffres, c'est 110 organisations. Hors les 30 entreprises, donc plus les 30 entreprises privées françaises. Donc dans les 110 organisations, il y a bien sûr les membres de ce comité interorganisme SCO France, les laboratoires de recherche, mais également tout un ensemble d'utilisateurs qui vont des parcs naturels régionaux jusqu'en des services de l'État. Et globalement, c'est un réseau de 250 personnes aujourd'hui qui travaillent très directement
sur tous les projets. Prochain slide. Merci. Alors vous voyez, alors là on voit pas très bien, mais c'est pas très grave, c'est pas forcément fait pour rentrer dans le détail. Ça c'est l'écosystème du SCO France. Alors à gauche vous avez en vert l'ensemble des projets qui ont été labellisés en 2020, puis à droite en vert également tous les projets qui ont été labellisés en 2021. Donc voilà, cette petite nébuleuse finalement vous montre bien qu'en 2 ans il y a eu énormément de choses de faites. Que finalement le SCO remplit un espace qui était vide en fait aujourd'hui, puisqu'il fait le lien entre l'aspect très local, l'aspect utilisateur, vous voyez, ce que cherche d'ailleurs Copernicus, mais ils sont beaucoup plus loin, et les instances européennes, c'est pareil. Je dirais que le SCO permet d'articuler cet aspect très local, puisqu'on va travailler dans un projet sur 1 ou 2 territoires d'expérimentation qui vont de la ville à la région. Il peut y en avoir plusieurs, avec cet aspect de applicabilité des territoires et des solutions sur plusieurs types de territoires. L'implication également, vous voyez, c'est de toutes ces catégories d'acteurs. C'est un grand réseau avec des acteurs privés, des acteurs publics, et au sein de ce projet, ils vont donc travailler ensemble. Alors bien sûr, le CNES au milieu de tout ça intervient à plusieurs niveaux. On a plusieurs casquettes au niveau du CNES. Bien sûr, celui d'orchestrer tout cela au niveau français, mais également au niveau international, même si ça se fait de manière avec nos partenaires, bien entendu. On intervient également sous forme de financement d'un certain nombre de projets. Ce sera le cas également d'autres organismes du SCO France. Cette année, par exemple, en 2021, l'OFB a participé au financement de 4 projets, Fils français pour la biodiversité. Et puis, à partir de l'année prochaine, l'ADEME va rentrer dans les tours de table. Le SCO n'est pas un organisme financeur, ça livre un label, mais ne finance pas. Par contre, certains organismes qui sont membres du SCO peuvent, à travers leur propre mécanisme, financer les projets. C'est donc le cas du CNES et le cas de l'ADEME très prochainement. En tout cas à partir du millésime 2022. Donc également, on voit apparaître des organismes comme le CNRS, donc avec leur myriade de laboratoires, l'IRD également, puisque l'IRD a également un réseau de chercheurs un peu partout dans le monde, ce qui nous permet d'aller, on va le voir, travailler sur des problématiques qui sont en dehors de la France elle-même, et métropole et également territoire d'outre-mer, mais également ailleurs, ce qui permet d'avoir d'être un outil de diplomatie, également de renforcement des capacités pour un certain nombre de pays. Bien, alors on peut avancer. Merci. Alors le SCO, de manière très synthétique, c'est donc un processus de labellisation. Je vais en reparler, mais on labellise donc à partir d'un comité de review. Il y a une vingtaine de personnes, des Français, mais également cette année, on va le voir un petit peu plus européen. C'est un portefeuille de projets qui est assez important. Au niveau mondial, en fait, on en a 43. Il y a des projets en Chine, Maroc, Mexique également, qui viennent de l'ESA. Il y a énormément de thématiques, vous voyez, tout ce qui a trait donc sur les milieux côtiers, au niveau montagne, agriculture, au niveau des forêts, gestion des eaux également, tout ce qui est téléépidémiologie, de la santé, réponse à des risques, à des désastres naturels, tout ce qui est occupation des sols également, les phénomènes météorologiques extrêmes. Et la biodiversité, je vous en parlais l'année dernière, on avait voulu faire un focus sur la biodiversité, mais toutes les thématiques en fait sont tout à fait éligibles. Et je vous le disais également, en fait, les territoires d'expérimentation peuvent se répartir sur la totalité du globe. Alors, que ce soit à partir organisé dans le cadre du SCO France ou dans les autres SCO.
Voilà. Alors, notre site internet est particulièrement bien fait, particulièrement mis à jour. Hein, c'est notre médium principal. Donc, tous les projets sont extrêmement bien détaillés et mis à jour en fonction des évolutions. On organise également des trimestriels du SCO France pour partager l'évolution des projets, voir quand le projet est terminé, sous forme thématique. Hein, a tenu le second qui d'ailleurs a permis de présenter les 2 projets de télésurveillance épidémiologique. Ça a très bien fonctionné, c'était il y a une semaine ou 2, quelque chose comme ça. Pareil, comme dans le cas de ces webinaires, hein, on peut revoir en fait les présentations des différents projets sur le site internet. Donc, prochain slide. Merci. Alors, cette année, donc on est en plein appel à projet aujourd'hui. Il se termine vers le 15 novembre. Alors, la nouveauté de cette année, c'est que c'est pas uniquement le SCO France, mais c'est ouvert à nos partenaires européens du SCO. Alors, vous voyez, je vois que l'Angleterre est pas en bleu, mais c'est une erreur parce que en Angleterre, ils font également partie du SCO à travers l'agence spatiale anglaise. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'en France, hein, vous voyez, on a développé tout un mécanisme de labellisation. C'est très lourd, hein, vous savez probablement. Nous le partageons avec nos partenaires européens. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le SCO, même s'ils ne sont pas membres officiels, nous avons Copernicus, notamment C3S, hein, qui peut également financer certains projets, et ils font partie du comité de review. Voilà, l'idée avait été cette année d'essayer d'impliquer des financeurs potentiels et partenaires par ailleurs, scientifiques, dans les mécanismes de labellisation. Donc vous voyez là, on a quelques petites idées donc des partenaires. L'ESA également peut financer des projets par ailleurs qui seront labellisés dans un second temps. Prochain slide, merci. Alors, pourquoi être labellisé SCO finalement pour un projet? Bon, il faut bien sûr adhérer aux valeurs du SCO, hein, je vous l'ai mentionné précédemment. C'est une reconnaissance internationale, il n'y a qu'un seul label SCO, c'est-à-dire qu'on pas forcément parce qu'on s'est donné par le SCO France que c'est un label différent, même si on est très avancé puisqu'on a mis des moyens importants et rapidement par rapport aux autres pays. On peut avoir donc cet accès privilégié au financement. Alors encore une fois, il n'y a pas d'automatisme, hein, mais pour les projets du SCO France, effectivement, on a voilà, les 3 financeurs aujourd'hui, hein, c'est CNES, ADEME et OFB, alors probablement d'autres. On travaille également avec l'AFT pour essayer de développer des choses au niveau notamment de l'Afrique. Et puis, alors, pour aider à l'accompagnement des consortiums par le SCO France, effectivement, on essaye a priori d'amener les consortiums et ceux qui sont intéressés par devenir labellisés à se mettre dans cette démarche des critères du SCO. Voilà. Prochain planche. Merci. Alors, un projet SCO, concrètement, qu'est-ce que c'est, quoi? Il faut d'abord choisir des cas d'études qui répondent expressément aux besoins des territoires. Il faut proposer, in fine, un outil opérationnel à l'issue du projet. Il faut faire le meilleur usage des données disponibles, dont les données satellites, mais pas que. L'idée est de s'appuyer également sur des infrastructures de recherche, comme le Dataterra, comme les DIAS, etc., donc tout type de serveurs. Et bien sûr les données Copernicus, mais c'est pas obligatoire. Il faut également que la solution ne soit pas uniquement sur un tout petit territoire, mais que ça permette la duplication sur plusieurs territoires, et également qu'il y ait un retour communautaire du SCO. Alors, ça, je vous invite également à regarder sur le site internet, on a mis en place un guide de la valorisation des projets, hein, qui sont une forme de retour communautaire, c'est-à-dire quand on... en fonction de la typologie des projets, hein, il y a des projets qui sont un petit peu plus liés à la science, d'autres qui sont beaucoup plus dédiés au développement des services. Il y a vraiment une palette assez importante.
eh bien, les projets vont pas être valorisés de la même manière. En ce qui concerne les entreprises, il y a cette volonté, malgré tout, non pas forcément d'ouvrir tout en open source, mais d'avoir accès, par exemple, à une plateforme pendant un certain temps sur un certain territoire. L'idée du SCO, voilà, c'est bien de valoriser eh bien, les services, les super démonstrateurs au sein du plus grand nombre. Hein. Il faut utiliser le SCO comme une caisse de résonance importante, sachant que les projets ont une responsabilité, une autonomie assez forte dans le développement de leurs solutions, bien entendu. Prochaine planche. Oui, merci. Alors pour ceux intéressés, je détaille un petit peu quels vont être les critères. Alors tout est détaillé sur l'appel à projet du site internet. Donc il faut bien sûr, on regardera la validité, la compatibilité de la proposition avec les critères du SCO, l'environnement stratégique du projet, la thématique, est-ce que ça répond aux impacts, la problématique des impacts du changement climatique, quelle est la filiation de l'idée du projet avec d'autres types de projets, pas forcément SCO d'ailleurs, l'articulation avec d'autres projets SCO, puisqu'on voyez, on a quand même un portefeuille de 36 projets, et donc c'est plus un territoire complètement vierge. Quelles sont les opportunités financières également? Est-ce que c'est cofinancé? Est-ce qu'il y a besoin de financement complémentaire? Bien sûr, très important, c'est l'implication des utilisateurs a priori. Et l'environnement scientifico-technique, avec théoriquement un triptyque d'acteurs, des laboratoires scientifiques, une entreprise et puis 7 utilisateurs. Et on souhaite en fait un niveau de TRL entre 5 et 6, c'est-à-dire qu'il y a déjà l'existence d'un démonstrateur, et bien ça nous permet d'avancer probablement un peu plus vite et d'avoir d'autant plus confiance dans la labellisation. Merci. Bon, ça, nous allons passer. Donc voilà, merci. Donc au niveau du processus, eh bien, il y a donc cette candidature, cette fiche de 4 pages à remplir, c'est relativement simple, où tous les critères du SCO sont posés sous forme de questions, donc il suffit d'y répondre. Toutes ces fiches projets sont passées à travers les fourches codines d'un comité de sélection, donc tout ça est très bien rodé également, et nous donnons en fait les résultats de labellisation début janvier, soit une labellisation sans condition, soit une catégorie de projet où le comité de sélection, de relecture va formuler un ensemble de questionnements. À ce moment-là, il sera possible d'y répondre assez vite. Puis donc une catégorie de projets qui a tapé à côté complètement de la philosophie du SCO, et donc ceux-là soit ne sont pas complètement prêts, c'est le cas de projets de recherche, soit finalement ne respectent pas tout à fait les critères, et dans la temporalité définie, ça ne permettra pas en fait de corriger le tir. Dernier slide, je pense, peut-être pas le dernier, on va voir. Voilà, très bien. Donc, on candidate de manière assez simple en téléchargeant le dossier et notamment cette fiche de 4 pages, et en envoyant tout cela donc à cette adresse-là, c'est sco.fr@capgemini.com. Capgemini est impliqué, pour tout vous dire, juste dans la gestion de cet appel à projet. C'est eux qui fédèrent toutes les propositions. Voilà. Alors, moi, je reste à votre disposition pour toutes vos questions. Si jamais vous avez un questionnement précis, vraiment, l'idée, c'est d'arriver avec une fiche qui répond déjà aux critères, histoire de ne pas travailler pour rien. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai pas mal de sollicitations, de consortiums, de questionnements. J'essaie de les guider au mieux pour que finalement, cette labellisation se passe le mieux possible et que l'on puisse même d'emblée regarder comment ça peut être financé. Vous voyez, il n'y a pas de quota de projets labellisés, non labellisés. Ce que l'on souhaite éviter également sont des projets qui peuvent être labellisés, mais qui n'ont aucune chance d'être financés rapidement pour éviter des projets fantômes. Voilà, je vais m'arrêter là et je suis donc à votre disposition pour répondre à vos questions, si vous en avez.
Tiens, pour conclure également, alors merci David d'avoir organisé ce webinaire, ce qui permet, je l'espère, de donner des perspectives donc à votre communauté. C'est nous qui te remercions, Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions pendant que les personnes se mettent à leur clavier pour écrire leurs questions et partager via le chat? J'en profite pour rajouter aussi au discours, à la présentation, comme les présentations précédentes, nous avons maintenu un descriptif des appels à projets européens dans le cadre d'Horizon Europe, du cluster 4, concernant le spatial. Donc, pour les personnes intéressées, il y a en préambule un agenda qui répertorie tous les appels à projets avec l'intitulé et un lien vers l'appel à projet sur la plateforme de la Commission européenne et un petit résumé sur chacun des appels à projet en essayant d'avoir une description un petit peu du TRL attendu, du type d'action attendue et du contenu dans lequel s'inscrit cet appel à projet. Et donc, n'hésitez pas à revenir aussi vers Minalogic si d'aventure ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Je ne vois rien apparaître. Est-ce que, dans ce cas-là, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des éléments qui vous intéressent par rapport au domaine spatial parmi les auditeurs que vous aimeriez faire part à Frédéric ou à moi-même et du coup sur lequel on pourrait rebondir? Aujourd'hui, l'action du SCO, Frédéric, par rapport à ce qui se passe à ce qu'on évoquait en termes d'actualité, est-ce que aujourd'hui, pour vous, c'est une démarche de valorisation du SCO, c'est une démarche d'aller chercher d'autres partenaires? Quelle était votre ambition par rapport à Cardiff? Alors, par rapport à Glasgow, alors de toute façon, oui, je dirais le SCO, c'est au niveau international. Vous voyez, on est vraiment dans c'est aussi de la diplomatie climatique, mais pas que. Là, par exemple, je vous ai dit qu'on était 36 parce que il y a 3 pays qui ont rejoint l'initiative, l'Arabie Saoudite, la Norvège et la Slovaquie, à travers leurs agences spatiales. Je dirais, on va donner au niveau du SCO France, on va donner une forme d'organisation. On ne va pas imposer la chose, sachant que le cœur du SCO sont les projets. D'accord. Et on travaille également sur toute la mécanique. Donc, on est, bien sûr, ce que l'on souhaite, c'est grandir, et on souhaite surtout grandir sous forme de projet. Alors, nous, on est responsable du portefeuille SCO France pour que ça grandisse. Voilà, ça tienne, on va dire, en gros, une 50aine de projets en routine, on va dire. L'idée, c'est qu'il y ait que les autres SCO, bien sûr, fassent quelque chose de similaire ou légèrement différent, en tout cas, qui travaillent également sur des projets. Donc, au niveau de ces grandes conférences, bien sûr, on est là pour susciter, essayer d'aller trouver des bailleurs, de montrer que notre initiative est particulièrement solide et qu'elle répond à un certain nombre d'engagements des États, et donc de se dire bien, oui, mais c'est vrai que pour faire marcher tout ça, il nous faut des fonds et on n'en a jamais suffisamment. Mais par exemple, à la COP, aujourd'hui, hier, on a présenté un projet qui s'appelle Tropisco sur un mécanisme de monitoring de la déforestation pratiquement en temps réel, enfin sur 10 jours. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut même être étendu de manière globale. Et c'est très d'actualité avec ce qui se passe au Gabon, etc. Sur toute la ceinture tropicale. Par exemple, également, le Maroc, je vous ai dit, a créé son SCO, et il y a un premier webinaire, si vous voulez, pour fédérer leur propre communauté, et moi je fais intervenir en fait des porteurs de projets. Alors ça peut être des entreprises, ça peut être d'autres types d'autres membres du consortium, mais on est également là pour effectivement projeter, essayer de faire du marketing, de la communication sur pour les porteurs de services. On va citer, il y a des entreprises comme CLS, par exemple, qui sont bien impliquées dans un certain nombre de projets. Bon, on va essayer de les aider. Alors, il faut qu'ils fassent aussi, c'est pas nous, c'est mon responsable de développement du service. Mais par contre, quand on le peut, oui, on va les mettre en valeur. D'accord. C'est aussi tout ce travail-là de valorisation des projets et par une mise en réseau à plus grande échelle, vu que la vocation, c'est d'expérimenter sur un territoire et après de voir si c'est duplicable ou
étendable Oui, à d'autres enjeux, d'autres territoires. Ok. Je ne vois toujours pas de questions, donc bon, on va continuer la conversation. Si on a encore quelques minutes ensemble, Frédéric, s'il oui. n'y a pas d'impératif. Du coup, aujourd'hui, est-ce qu'il est indiscret de demander combien de dossiers sont déjà déposés? Alors, en fait, je ne sais pas directement. Là, il faut que je refasse un point. Je peux pas tellement vous dire, mais en gros, ce que je peux vous dire, c'est les années précédentes. Donc, on a eu pour le millésime 2020, pardon, on avait eu 14. Non, on avait une vingtaine de propositions. 14 ont été labellisées. Bon, c'était la première année. La deuxième année, on a eu donc 22 projets labellisés, mais je crois à peu près une trentaine de propositions. Donc voilà, cette année, des retours que j'ai, je sais pas s'il y a déjà eu des fiches ou pas. Mais, en tout cas, beaucoup de sollicitations. Je mise en gros sur une quinzaine de labellisations cette année. D'accord. Du coup, quels sont, je dirais, un peu le consortium type attendu? Il y a une collectivité locale, un laboratoire, une entreprise? Alors oui, tout à fait. Ce sur quoi on est très attentif, c'est l'utilisateur. C'est pas toujours simple d'avoir des utilisateurs a priori, mais ce que l'on souhaite, vous voyez, c'est pas uniquement de faire une solution technologique, c'est qu'il y ait au moins un utilisateur et surtout qu'ensuite ça fasse boule de neige auprès d'autres types de collectivités, en disant, par exemple, ce territoire est impliqué dans ce projet, ça fonctionne. C'est le cas de projets, par exemple, Flaude sur les inondations, où la préfecture est très impliquée, les services de l'État, la DDTM, ça marche très bien. Si bien d'ailleurs que fort de cette expérience, ils vont probablement proposer quelque chose sur les feux de forêt, sur les incendies. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Oui. Alors il faut toujours ce lien avec le changement climatique et ses impacts, bien entendu. On ne fait pas juste de l'environnement. Alors, la présence d'une entreprise, elle est importante, notamment dans cette catégorie de projet où on va se projeter directement sur des services. Vous voyez, en fait, dans le portefeuille de projets aujourd'hui, on va parler du SCOFRONT, il y a 3 catégories de projets. La première, ce sont des projets frontières, c'est-à-dire où l'idée ou même l'algorithmie vient plutôt du monde de la science et de la science spatiale, avec des choses, en gros une valorisation de grandes filières, je parle de la filière hydrologique du CNES par exemple, des choses comme ça. Et où il n'y a pas forcément d'entreprise, même si une entreprise peut trouver une place dans le développement d'une brique technologique, ils sont en phase de trouver aussi des utilisateurs, mais c'est pas non plus complètement évident. Mais par contre, c'est très solide au niveau technique, c'est très lié à la donnée spatiale, voire aux futures missions spatiales. Je pense à Trishna pour l'infrarouge thermique, ou Microcarb pour le monitoring du carbone, etc. Vous voyez. Bon, la deuxième partie sont des projets où en fait il y a un transfert de technologie, c'est-à-dire qu'il y a un laboratoire qui a quelque chose déjà de bien prêt, bien validé, mais qui reste au niveau du laboratoire. Donc là, l'idée, c'est de le prendre, qu'une start-up ou qu'une structure plus grosse, finalement, industrialise cela, donc avec cette partie d'engineering, plus de prospects clients, pour aller développer, en fait, ces services. Et ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, il y a également, en tout cas, les deux laboratoires et entreprises qui font vraiment partie, plus tout un ensemble de travaux qui est de trouver le client et de l'impliquer. Et puis on a la troisième catégorie de projets qui est en général portée par une entreprise elle-même. Et si vous voulez, un projet SCO ne peut pas se satisfaire de cela. On ne va pas financer des développements et des développements purement internes. Là, ce qu'on va demander, on est dans une démarche utilisateur très forte. L'entreprise, c'est aussi
a besoin pour survivre. Par contre, on va lui dire, bon, pour cette thématique-là, eh bien, ce serait bien de se rapprocher de tel ou tel laboratoire pour avoir ce lien avec la recherche. Et donc, c'est un développement qui peut être basé sur des technologies internes, mais par contre, on va leur dire, oui, mais il vous faut ce lien avec la recherche qui nous semble capital. Parfois, d'ailleurs, c'est déjà le cas. Hein. C'est-à-dire que le projet n'est pas forcément montré comme cela, et on leur dit montrez-le comme ça. Mais il y a déjà des liens en fait avec la science, notamment sur tout ce qui est télédétection opérationnelle, hein, etc. Bien sûr. Bon, je me suis un petit peu égaré dans mes explications peut-être. Non, très bien. Au contraire, ça a donné plus de matière et de concret aussi sur la typologie des projets qui ont déjà été labellisés par le SCO. Et du coup, comment on a vu un petit peu au niveau des organisations internationales, etc. Mais est-ce que vous travaillez aussi un lien de proximité avec, j'entends, des structures comme nous, les pôles de compétitivité sur l'accompagnement, aussi le suivi et peut-être l'identification aussi d'autres sources de financement pour donner un poids supplémentaire au projet? Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que en fait, le plus difficile, c'est de savoir où on s'arrête et où est-ce qu'on collabore. Quand est-ce qu'on collabore? Alors, le SCO, c'est cela. C'est-à-dire qu'on va faire émerger des idées, des consortiums, des solutions. Oui. Ensuite, vous voyez, c'est très rapide, hein, 18-24 mois. La responsabilité du SCO va s'arrêter au fait que le super démonstrateur va exister, voire qu'il aura été en partie financé. Mais par contre, le fait d'accélérer vers le marché, d'aller chercher les clients, d'aller travailler avec des structures comme des boosters ou comme Aerospace Valley ou comme vous, etc., finalement, vous allez intervenir en complément de financement, peut-être sur une phase encore plus aval. Le SCO, ça permet de monter une marche supplémentaire vers les services climatiques. Donc, on a bien sûr tout un ensemble de partenaires. Alors, c'est pas des partenaires, je dirais, on n'est pas marié avec qui que ce soit, mais ces boosters, des programmes comme Connect Brightness, par exemple, sont là pour aller piocher les bonnes idées, les bonnes solutions dans des projets SCO qui sont en cours ou terminés, et d'aller encore plus loin vers l'utilisation de ces solutions et donc de ces services. Très bien. Nous avons les remerciements d'Emmanuel Ferreira. Donc, je vais joindre mes remerciements à Emmanuel. Donc, merci beaucoup, Frédéric. J'espère que tes problèmes logistiques vont se régler très rapidement. Oui, ça devrait aller. J'espère aussi qu'on va avoir l'occasion de rediscuter très prochainement pour l'accompagnement de projets concrets sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je ne désespère pas d'amener à la labellisation des acteurs du territoire. Je vois qu'il y a quelques participants qu'il va falloir que je recontacte justement pour voir quel était leur centre d'intérêt par rapport à ton intervention. Mais je reste à la disposition de tout à chacun pour avancer sur le sujet. Et si c'est pas à travers le SCO, peut-être que ça sera à travers un autre appel à projet. En tout cas, encore un grand merci, Frédéric, pour ton intervention. Et encore, avec grand plaisir. Et encore désolé pour ces petits soucis techniques. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous aussi dans 28 jours maintenant pour discuter avec Dawex et vous parler de la place de marché dédiée aux données issues du monde spatial qui a été aussi l'objet d'un financement via l'appel à projet, un des appels à projet issus du plan de relance de l'État. Donc, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.